Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous allons parler loup-garou. Montréal compte des centaines de cas de fantômes répertoriés, alors ce n'est pas étonnant que la ville soit considérée comme la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté, comme vous le savez peut-être, est de vous les faire découvrir par des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage fortement à suivre le lien dans la description pour en savoir plus sur leurs activités. Et maintenant, parlons loup-garou. Les loups-garous et autres créatures similaires ont une longue histoire en tant que fléau pour les habitants de l'île de Montréal. Lorsque les Français ont commencé à coloniser les terres indigènes de l'île de la Tortue au début des années 1600, d'étranges contes européens de loups-garous sont arrivés avec les colons. Mais bien avant leur arrivée, les légendes des cultures des Premières Nations ont mis en scène des créatures similaires comme Wahila, Amarok, Choukla, Warakin et Wendigo. Dans les colonies de la Nouvelle-France, on a commencé à observer des loups-garous dans les années 1600. Les souvenirs des loups-garous étaient frais car la France luttait contre une épidémie de ces créatures depuis la fin des années 1400. Tout comme les sorcières, les gens suspectés d'être des loups-garous étaient souvent jugés, condamnés et brûlés sur le bûcher. Lorsque les colons français ont quitté l'Europe pour le Canada, ils ont apporté avec eux ces craintes et ces histoires. Souvent, ces récits de loups-garous étaient utilisés par l'Église catholique afin d'inspirer la peur à son troupeau. Le clergé racontait des histoires de bêtes ressemblant à des loups qui chassaient et tuaient les catholiques qui n'avaient pas respecté les règles du carême, ou pire, en les infectant avec la lycanthropie, cette transformation surnaturelle d'une personne en loup, comme le racontent souvent les contes populaires. D'autres histoires de loups-garous mettent en lumière des personnes qui ont vendu leur âme au diable ou qui ont mené une vie de péché. Ceux qui se transformaient en loups-garous étaient condamnés à changer de forme non seulement à la pleine lune, mais aussi chaque nuit, parfois jusqu'à 101 nuits d'affilée. La plupart se sont transformés en loups, mais d'autres se transformaient en chiens, en chats, hiboux, chèvres, bœufs et même certaines fois en cochons. Depuis le 6e siècle, l'Église catholique associe le loup et autres animaux du genre au diable. Avec une symbolique aussi négative, les animaux dits maléfiques étaient souvent chassés et tués à vue. Il va sans dire qu'outre le clergé, les parents utilisaient également ces histoires pour que leurs enfants restent obéissants et en accord avec la doctrine de l'Église. Une légende populaire appelée le diable et les loups-garous se déroule dans les terres agricoles entourant la colonie française de Ville-Marie sur l'île de Montréal actuelle. Un fermier du nom de Jean Dubroise n'avait jamais travaillé, mais pourtant sa ferme était la plus productive de l'île. Sa maison et sa grange étaient en parfait état, et ses cultures étaient florissantes et donnaient des récoltes abondantes. Cela a intrigué ses voisins. Si Jean n'avait jamais d'employé et qu'on ne l'avait jamais vu travailler sa terre, comment se faisait-il qu'il puisse vivre aussi abondamment avec tout ce qui se trouve sur sa ferme parfaitement entretenue? Plus étrange encore, tard dans la nuit, les voisins entendaient souvent un grondement surnaturel provenant de la propriété. Un soir, le voisin de Jean, un fermier du nom d'Alphonse, avait beaucoup bu à l'auberge locale. En rentrant chez lui, il a décidé de prendre un raccourci sur la propriété immaculée de Dubroise. Cela lui permettrait de gagner du temps. Cependant, alors qu'il naviguait dans les champs, il a entendu un grand bruit de grondement au-dessus, plus fort qu'il ne l'avait jamais entendu auparavant. Alphonse a plongé au sol. En levant les yeux, il a vu un énorme canot voler au-dessus de la ferme.
Le canot a atterri dans une clairière à côté de la ferme de Jean Dubroise. Ensuite, il semble que le diable est lui-même sorti du canot. Voyant un fouet à sa main, Alphonse se recroqueville sous quelques arbustes. En écoutant à travers les ronces, il entend l'ordre du diable. « Sortez du canot! » Il fait claquer son fouet. « Sortez, je dis! » Une vingtaine de bêtes ressemblant à des loups ont commencé à sortir du canot. Contrairement aux loups ordinaires, ces créatures, bien que voûtées, avaient la démarche droite d'un humain. Alphonse tremble en se remémorant les légendes locales de loups-garous. En sortant de sous les buissons, il voit les loups-garous se mettre au travail pour réparer les clôtures, traire les vaches, labourer et effectuer toutes les tâches quotidiennes nécessaires à la gestion d'une ferme. Pendant que ces loups-garous travaillent, Jean Dubroise est sorti pour prendre un verre et discuter avec le diable. C'est alors qu'Alphonse comprit le mystère. Le paresseux Dubroise avait vendu son âme au diable en l'échange de loup-garou qui faisait tout son travail. Alphonse priait pour que les loups-garous ou le diable ne le trouvent pas sous les buissons. Il a été extrêmement soulagé lorsque le diable a fait monter ses loups-garous dans le canot puis s'est envolé dans la nuit, brûlant la terre au moment du décollage, avec des flammes jaillissant du canot. Lorsque la voie est libre, Alphonse se précipite au presbytère. À bout de souffle, il explique ce qu'il a vu aux oreilles attentives du curé. Le prêtre, bouleversé, conçoit un plan pour faire face à la situation qui sévit dans sa paroisse. Le lendemain, Jean Dubroise s'en va en ville. Pendant son absence, le prêtre a demandé aux membres de son troupeau de descendre à la ferme armés de seaux d'eau bénite. Les fidèles ont répandu l'eau sur les champs, la maison, les dépendances. Une fois la ferme trempée d'eau bénite, les fidèles serviteurs se cachèrent parmi les ronces pour voir ce qui allait se passer ensuite. Quand les cloches de minuit ont sonné, les catholiques dévoués ont entendu le grognement et ont regardé le diable poser son énorme canot à côté de la maison de Jean Dubroise. Lorsque le diable et les loups-garous ont sauté du canot et se sont posés sur le sol, ils ont commencé à crier de douleur et d'agonie. Ils bondissaient en hurlant comme s'ils dansaient sur des charbons ardents. Les loups-garous étaient terrifiés et ont fui la propriété pour se réfugier dans d'autres fermes et forêts. Quant au diable, il était furieux et soupçonnait que Dubroise l'avait trahi. Il commence à penser que Dubroise avait contacté le prêtre pour tremper les terres d'eau bénite afin d'essayer de sauver son âme. Enragé, il arrache la porte de la maison et la jette sur le côté. Il entre ensuite et traîne Dubroise hors de son lit par la porte d'entrée où il le jette dans le canot géant. Il est ensuite embarqué lui-même et le canot s'est envolé, laissant dans son sillage des traces de feu. Les hommes de la paroisse ont rassemblé les loups-garous et les ont remis au curé. Le prêtre a aiguisé son couteau et a poignardé chacun d'eux, la seule solution connue pour transformer un loup-garou en humain. Une fois rétablis, les hommes sont tombés à genoux. Tremblant de peur, ils supplient le prêtre de les pardonner et promettent de cesser de négliger leurs devoirs religieux. Après leur salut, ces hommes ne se sont jamais écartés des enseignements de l'Église et beaucoup d'entre eux sont devenus très pieux. Quant à Dubroise, on ne l'a jamais revu. Cependant, son histoire a continué à servir d'avertissement aux autres agriculteurs pour qu'ils ne se laissent pas égarer par l'oisiveté. Dans un autre cas, une femme née à la fin des années 1880 a expliqué que, lorsqu'elle était enfant, elle avait entendu parler d'un village où on tuait des moutons. Ils étaient attaqués la nuit et laissés morts égorgés. Les villageois soupçonnaient qu'un de leurs voisins devait être un loup-garou et ont donc procédé à une fouille de sa propriété. Ils ont découvert une ceinture en peau de loup et le voisin a expliqué que lorsqu'il mettait la ceinture, il se transformait en loup et qu'il était responsable de la mort des moutons. Selon la légende, les habitants du village ont brûlé la ceinture, ce qui a mis fin à la tuerie de moutons.
Un autre conte classique de loup-garou voit un meunier nommé Joachim Crête accueillir un immigrant français fatigué nommé Hubert Sauvageot. Bientôt, les moutons et le bétail local ont été retrouvés déchiquetés. Lorsque Joachim a rencontré un loup-garou la veille de Noël, il l'a attaqué avec une faux, lui coupant l'oreille et le faisant fuir. Le lendemain matin, à son réveil, il a trouvé Sauvageot en train de faire la vaisselle dans la salle de bain. Le lavabo était taché de sang et il a remarqué qu'il manquait une oreille à son locataire. Si la plupart des récits de loup-garou étaient oraux dans les premiers temps de la colonie, avec l'avènement de l'imprimerie et des journaux, les créatures légendaires apparaissaient parfois sous forme imprimée. Par exemple, le 2 décembre 1767, la Gazette de Québec a fait état d'une créature qui terrorisait la région de Kamouraska. Nous apprenons qu'un loup-garou qui erre dans cette province depuis plusieurs années et a fait de grandes destructions dans le district de Québec a reçu plusieurs attaques considérables au mois d'octobre dernier par différents animaux qu'ils avaient armés et incendiés contre ce monstre. Et surtout, le 3 novembre suivant, il a reçu un coup si furieux d'une petite bête maigre qu'on a cru qu'il était entièrement délivré de cet animal fatal, comme il s'est retiré quelque temps après dans son trou, à la grande satisfaction du public. Mais ils viennent d'apprendre, comme les plus sûrs des malheurs, que cette bête n'est pas entièrement détruite, mais qu'elle recommence à se montrer plus furieuse que jamais et qu'elle fait un terrible dégât partout où elle va. Méfiez-vous donc des ruses de cette bête malveillante et prenez bien soin de ne pas tomber dans ses griffes. Au mois de juillet précédent, la Gazette de Québec avait rapporté que le loup-garou avait été aperçu à l'extérieur des murs de la ville. Déguisé en mendiant, le loup-garou espérait mieux traquer sa proie. Peu de temps après, le journal a rapporté que celui-ci se dirigeait vers Montréal et a averti ses lecteurs. Il est recommandé au public d'être aussi prudent avec lui qu'avec un loup vorace. Le loup-garou est tellement ancré dans la culture québécoise que des universitaires ont rédigé des thèses entières sur le sujet. En octobre 2017, Félix-Antoine Charest a publié la représentation du loup-garou dans l'imaginaire québécois à l'UQAM. La Bibliothèque nationale a même publié un livre en ligne de 154 pages intitulé « Histoire de loup-garou, conte québécois du 19e siècle ». Il semble que les loups-garous soient également populaires dans tout le pays et les gens peuvent même en inclure des images lorsqu'ils envoient des lettres et des colis. Post Canada a en effet émis 2 timbres représentant le légendaire loup-garou, l'un en 1990 et l'autre en 1997. Sur une note plus légère, il existe un jeu de société appelé Loup-garou, où les joueurs peuvent vivre l'expérience d'être un loup-garou après le coucher du soleil. Alors, quand sera la prochaine observation d'un loup-garou à Montréal? Sera-t-elle aujourd'hui, en ce jour de pleine lune? On ne sait pas. Si vous avez fait des rencontres avec des bestioles étranges, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel monstre rôde à Montréal.